Charabi, tenez bon, j'arrive. En attendant, je te lâche pas. Charabi, c'est Daniel Charabi, qui avec son frère Neria et une bande d'amis et cousins se retrouve dans l'enfer de la Nova ce Shabbat 7 octobre. Celui qui lui parle au téléphone, c'est Yoni. Ils sont ensemble à l'armée. Voilà leur histoire. C'est une vraie bande de copains et de cousins qui, depuis des mois, attendent d'être ensemble à la fameuse fête de la Nova Tribe dans la forêt de Reim. Au centre de cette bande, deux frères, Neria et Daniel Charabi. Celle qui a failli ne pas venir, c'est Karine Journeau, leur meilleure copine. Karine s'est cassé le pied, mais malgré son plâtre, elle est là. Il y a aussi le cousin, Yosef Ohana, le meilleur copain, Shalev. Ils sont tous en train de danser quand la première salve de roquettes strie le ciel. Effet de bande, ambiance, alcool, ils sont pas trop inquiets, ils en rigolent même un peu. Mais très vite, la musique s'arrête et les organisateurs demandent aux quelques 4000 personnes présentes de se disperser et de se diriger vers les voitures. Karine, elle, restera derrière avec des responsables de la sécurité à cause de son plâtre, afin qu'ils l'évacuent en voiture. Elle fera malheureusement partie des 364 personnes assassinées ce jour-là au Festival Nova. Rapidement, les rumeurs d'infiltration de terroristes se confirment. On entend les premiers coups de feu. Daniel et Neria arrivent à la route. La bande se disperse dans la panique générale. Pris sous le feu des mitrailleuses montés sur les pick-up des terroristes, ils essayent de couper vers les champs. Daniel hurle « Sauvez-vous! Courez !» Yosef le cousin se jette derrière une voiture. Après quelques secondes, celle-ci est touchée de plein fouet par un missile. Daniel veut aller secourir son cousin, alors Neria le colle au sol. « Écoute, si tu y vas, j'irai aussi. Et on va juste mourir tous les trois. On ne peut plus rien pour lui. Si on ne bouge pas d'ici, nous aussi on prend un missile. » Yosef Ohana ne sera pas tué dans l'explosion du missile, mais seulement blessé. Il sera enlevé par le Hamas et il est à ce jour détenu à Gaza. Daniel et Neria trouvent couverture dans le fossé en bord de route quand tout d'un coup ils entendent un bruit de ferraille tordue, lèvent la tête et voient un tank qui roule au beau milieu de la route, écrasant les voitures sur son passage. Puis le tank s'arrête sur le bas-côté. Alors, courant de voiture en voiture, la route autour de jonchée de corps, les deux frères commencent à se frayer un passage vers le tank pour y monter, se protéger et riposter contre les terroristes. Dans le tank, un seul soldat, mort, est couché au fond du tank. Comment faire fonctionner le tank? Où trouver des armes? Alors Daniel a une super idée. Il appelle son grand-père, qui a été tankiste durant la guerre de Kippour. Et dans le vacarme des tirs et des explosions, Daniel hurle à son grand-père « Saba, papy, comment on fait pour conduire un tank ?» Le grand-père, évidemment, n'entend rien, ne comprend rien. Daniel réalise ce qu'il est en train de faire, se sépare gentiment de son grand-père. Daniel et Neria réalisent soudain que derrière le tank se sont réfugiés des dizaines de jeunes du festival. Beaucoup sont blessés ou en état de choc. Le tank devient maintenant la cible des terroristes. Ne trouvant toujours pas d'armes, Neria se tourne vers le ciel. « J'essaye de sauver des gens. Ce sont tes enfants qui sont attaqués. J'ai besoin de ton aide. Il me faut une arme, mais tout de suite !» Alors Neria baisse la tête, il aperçoit un fusil M16 sous le pied du soldat défunt. Il saute du tank avec son arme, il charge, rien. L'arme est pleine de sable, elle s'est enrayée. Il la démonte, nettoie, remonte, toujours rien. Alors Daniel a une nouvelle bonne idée et il crie à ceux qui sont derrière le tank. Quelqu'un a de la crème, quelqu'un a de l'huile, quelque chose. On lui jette un petit pot de vaseline, il tente, miracle, ça marche. Ils chargent, ils peuvent enfin riposter pour la première fois. Pendant ce temps-là, à Tel Aviv, Yoni Sakrisevski, 30 ans, s'est précipité dans la cage d'escalier à cause des alertes roquettes et commence à recevoir sur son téléphone des messages bizarres et des vidéos de terroristes montés sur des pick-up qui déferlent dans les champs du Negev occidental. Puis, sa mère l'appelle, lui dit qu'elle est très inquiète pour papa, qui ne répond pas au téléphone. C'est que Yoni et sa famille sont originaires de la localité de Horad, à quelques 7 km de la bande de Gaza. Dès les premières roquettes, Rudy, le père de Yoni, sort en pyjama pour aller chercher leur fille, qui n'a pas de chambre forte dans son appartement. C'est presque la routine dans cette région, et donc il ne pense même pas à prendre avec lui son pistolet. Sur la route, il aperçoit des hommes armés, il leur fait bonjour, ralenti, convaincu qu'il s'agit de soldats de Tsahal. Et c'est là qu'il succombe sous les rafales de ceux qui étaient en fait des terroristes. Pendant que Yoni essaye frénétiquement de joindre son père, il reçoit un message vocal. « Viens nous aider, on se fait massacrer ici. Amène tout Tsahal avec toi !» Yoni est officier réserviste, ancien capitaine dans l'unité de Givati. Et il reconnaît Daniel Charabi, nouvelle arrivée dans leur unité de réserve en tant qu'infirmier. Peu convaincu, il rappelle quand même. Alors il entend les coups de feu, les explosions, la panique dans la voix de Daniel. Il lui dit « Charabi, tenez bon, j'arrive. En attendant, je te lâche pas. » Et pendant plus de 5 heures,
Jusqu'au moment où il les rejoindra, Yoni restera au téléphone avec eux. Parallèlement, il appelle toutes ses connaissances de l'armée, envoie un WhatsApp dans son groupe de réservistes disant qu'il descend dans le sud, qui veut se joindre, tente de joindre son père, rassure sa mère. Vers 8h15, deux amis de son unité le rejoignent, Nitsotsi et Sergei. Ils sautent dans la voiture, direction le sud. Ils sont 3 dans une Mazda 5 et ils disposent de 2 pistolets. Yoni, originaire de la région, comprend qu'il se passe quelque chose de très inhabituel sur les routes et décide de faire un long détour par des routes secondaires. Cela leur sauvera la vie. Sur la route, il récupère un autre de ses copains réservistes, Matan. Ils sont maintenant 4. Sergei, lui, conduit et Yoni, lui, gère sur 2 téléphones. Sa mère et ses sœurs appellent toutes ses connaissances de l'armée, essayent de joindre son père sans cesse et ne lâchent pas les frères Sharabi. Daniel, vous avez bien démonté la mitrailleuse du tank? Très bien. Décris-moi d'où ça tire. Quoi? Il y a des arbustes, il y a des buissons, une balle toutes les 60 secondes, Sharabi. Et tire dans les buissons, qu'ils aient peur de s'y cacher. Ça y est, ils se rapprochent. Les barrages sur la route se multiplient et tout ça prend trop de temps. 10 h du matin, ils sont maintenant sur la route devant la ville d'Ofakim. C'est aussi le premier choc de l'entrée en zone de guerre. Des premiers corps sur la route. Mais le temps passe et il sent que les Charabis sont au bord de la rupture. C'est qu'ils viennent de prendre un missile sur une des voitures que Daniel a placée en bouclier. Et un éclat s'est fiché dans la main de Daniel. Neria, qui jusque-là tenait le M16, a eu le petit doigt quasiment sectionné par une balle. Qui était combattant à l'armée, hurle Daniel vers les jeunes réfugiés sous le tank. J'ai besoin d'un volontaire pour remplacer Neria. Un des blessés graves vient de perdre connaissance. Un autre, avec une blessure dans le dos, se vide lentement de son sang. J'ai besoin que tu prépares les blessés à évacuer par ordre d'urgence. Ne t'inquiète pas, Sharabi, un hélicoptère arrive. Toute l'armée est en route. Vous entendez, hurle Daniel, c'est Yoni, mon officier. L'armée arrive, on tient bon. S'il se doutait que l'armée, c'est 4 civils, 2 pistolets, et que l'hélicoptère, c'est plus une Mazda 5. Il est maintenant 11 h. Ils arrivent à la hauteur de la station essence de Horim quand des terroristes ouvrent le feu sur eux pour la première fois. Première fois aussi, qu'ils rencontrent des jeunes qui se sont sauvés de la Nova, choqués, pieds nus, blessés, pour certains. En les interrogeant, Yoni comprend qu'il s'agit d'une véritable invasion de centaines, sûrement des milliers de terroristes. Il faut prendre une décision, rappelez-vous. 4 civils, 2 pistolets. Yoni décide de poursuivre. Il encourage ses amis. On y est presque, leur dit-il. Sauf qu'un trajet censé prendre 7 minutes leur prendra plus d'1 heure. Pourquoi? Ils essuient sans arrêt des tirs de mitraillettes, missiles RPG, et à chaque fois doivent sauter de la voiture, se protéger, riposter s'ils peuvent, et repartir dès que possible. Pendant ce temps-là, Yoni demande à sa mère et sa sœur de se cacher dans une armoire avec le pistolet de papa. Il leur explique comment s'en servir. Vous sortez pas de l'armoire avant que je vienne vous ouvrir, sous aucun prix. J'avais le tracker GPS de mon père et je voyais que sa voiture ne bougeait pas depuis le matin. J'ai compris que mon père était mort. Je me suis dit, Yoni, tu peux plus rien pour ton père. Mais ton soldat et des dizaines de jeunes n'ont que toi. J'ai donc relégué ma tragédie personnelle dans un coin de ma tête pour essayer d'avancer coûte que coûte. Daniel et Neria de leur côté sont à bout. L'état des blessés se détériore, les tirs, la trentaine de réfugiés, jeunes fêtards, policiers, sous leur protection, paniquent de plus en plus. Alors Daniel pousse un coup de gueule. Vous avez 3 possibilités, et 3 seulement. Vous nous aidez à soigner, vous nous aidez à nous battre, ou vous priez. Priez ce que vous voulez, comme vous voulez, mais priez. Et ils se mettent tous à prier, chacun avec son style, ce qu'il connaît comme prière. Retour sur Yoni qui vient de vivre un nouveau miracle. À la hauteur du kibbutz Reim, il tombe sur une unité d'élite et leur commandant parce que le kibbutz est infesté de terroristes, il y a des otages, ils doivent absolument y pénétrer. Et donc ils ne peuvent pas aider nos 4 hommes. Yoni décide encore de poursuivre seul. Et il tombe nez à nez sur une équipe de terroristes Nourba avec des kalachnikovs, grenades, charges explosives, aucun moyen d'en réchapper. Mais au dernier moment, les soldats de l'unité d'élite aperçoivent les terroristes et ils les descendent tous. En fait, pour Yoni, c'est une aubaine, parce qu'il va pouvoir enfin s'armer comme il faut pour la première fois en prenant les armes des terroristes. Sharabi, on est presque là. Envoie une vidéo de ta position. Mais le plus dur est encore devant eux, le carrefour de Reim et la jonction avec la route 232 où le tank se trouve. Yoni voit que le carrefour est jonché de corps, de voitures accidentées. Il comprend qu'il va tomber en pleine embuscade du Hamas. Je décide d'essayer de passer quoi qu'il arrive, mais de passer à travers champs, pas par la route. Et je dis à Sergei, le chauffeur, de garder le pied sur l'accélérateur à tout prix. Je ne sais pas, jusqu'à ce jour, comment on est passé sans une égratignure. Tout ça grâce à une Mazda 5 et à la Providence. Il est 13 h, 13 h 30, 5 heures après sa promesse. Tenez bon, j'arrive.
Yoni rejoint enfin les frères Sharabi. Yoni réorganise la défense, vérifie les blessés et comprend qu'il doit commencer tout de suite à les évacuer. Mais comment faire? Alors Sergueï et Matan se portent volontaires pour faire le trajet vers le Magen David Adom à Ofakim. 4 fois, Sergueï et Matan chargent un ou deux blessés et refont le parcours mortel qu'ils viennent de franchir. Tous les blessés survivront. Des jeunes de la Nova qui se cachaient dans les champs ne cessent d'arriver jusqu'au tank, profitant d'une accalmie dans les combats. Puis, on supplie Yoni d'aller chercher un groupe de jeunes cachés dans la forêt depuis le matin. Yoni prend Nitsotsi avec lui, leur kalachnikov, s'approche d'un groupe d'arbres, et alors il aperçoit quelques 60 jeunes qui sortent du couvert des arbres et qui marchent vers lui. Je leur ordonne de s'arrêter. Je ordonne aux hommes de se déshabiller, pour être sûr qu'il n'y ait pas de terroristes parmi eux. On les passe en revue, on a attrapé 4 Gazaouis, ceux qui étaient parmi les violeurs et les tueurs de la Nova, et qui se cachaient parmi eux. J'avais maintenant près de 150 personnes sous ma responsabilité. À 16h30, quand les autorités reprennent le contrôle de la route et viennent les évacuer, en fait, il ne reste plus que Yoni, ses hommes et les Sharabi. Où sont passés les 150 réfugiés? Tout d'un coup, raconte Yoni, commencent à arriver des voitures, civiles pour la grande majorité, des Israéliens comme moi, qui entendent qu'on a besoin d'aide et qui foncent sans armes, sans entraînement pour prêter main forte. On a chargé tous les blessés et tous les jeunes grâce à ces anges anonymes débarqués de nulle part. Mais pour Yoni, les combats ne sont pas finis. Il va maintenant à la recherche de son père. Il retrouve sa voiture, retournée sur le bas-côté, prend quelques moments pour se séparer de lui et va ensuite libérer sa mère et sa sœur encore cachées dans l'armoire. Les frères Sharabi, quant à eux, seront choisis pour allumer la torche de la bravoure à la célèbre cérémonie du jour de l'indépendance. דניאל שרעבי, בן שרון ותמר, משים משואה זו, גם בשם אחי נריה, שנלחם איתי בתופת, במסיבות, לכבוד אלה שחזרו ואלה שלא חזרו, ולכבוד מי שבתוך האימה הושיט יד והצילו חיים. « 10 heures de résistance et de combat, 5 heures de trajet depuis Tel Aviv jusqu'au tank, 150 personnes protégées, tous les blessés sauvés et évacués. Et des héros combien? Plein. Tous plus ou moins. Et encore, on vous a épargné plein d'histoires pour pas que ce soit trop long. Mais justement, j'aimerais avoir avec vous une petite réflexion sur ce point-là. Cette histoire, elle est particulière parce qu'en fait, vous n'avez pas un héros, mais une chaîne de héros, une chaîne de braves, une guirlande de gens qui se surpassent et qui se jettent pour aller sauver l'autre. En général, un héros, c'est quelqu'un de singulier, c'est quelqu'un qui se distingue. Il est spécial, de par son éducation, sa grandeur d'âme, je ne sais pas, un parcours familial. Et là, en fait, ils n'ont pas vraiment quoi que ce soit de commun. Ils sont de tous les horizons, ils n'ont pas la même éducation, ils ne viennent pas du même endroit, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les origines. Il y a tout type de personnes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? En fait, ils ont presque tout en commun. Le processus du retour du peuple sur sa terre réveille un lien indéfectible, organique entre tous les membres de ce vieux peuple-famille qui est Israël. En fait, il ne s'agit pas ici de sacrifice, d'héroïsme, de faire passer l'autre avant moi, ou je ne sais quelques grands mots. Non, 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 pas du tout. Il y a ici quelque chose qui est presque naturel, instinctif, presque personnel, j'ai envie de dire. Quoi de plus naturel que dans l'Israël d'aujourd'hui d'aider l'autre? Parce que je vis en fait profondément le fait que l'autre, en fait, il est une extension de moi. Et donc le méga choc du 7 octobre a concrétisé cette dimension dans le peuple d'Israël, celle que nos sages appellent la Ahavat Rinam, l'amour gratuit.